Barkhane forment des barrières naturelles infranchissables. C'est du moins ce que l'on pensait. Mais aujourd'hui, en plein cœur du désert, une équipe de scientifiques bouleverse cette idée reçue. Ils ont fait une découverte extraordinaire. Des momies datant de l'âge de bronze, vieilles de 4000 ans, dans un état de conservation remarquable. D'après leur physionomie, elles ne sont pas d'origine chinoise. Après les avoir déterrées, nous nous sommes aperçus que certaines avaient des cheveux blonds et d'autres des cheveux bruns. D'où viennent ces mystérieuses momies? Elles remettent en question l'histoire même de la Chine. À la lumière de ces faits, une vieille question refait surface parmi les archéologues du monde entier. À quelle période ont véritablement commencé les échanges culturels entre la Chine et l'Occident? Quelle a été l'influence de l'Occident? A-t-il été une source d'inspiration pour la création de la célèbre armée des soldats de terre cuite? D'autres statues de terre cuite récemment exhumées soulèvent bien des questions. Elle ne s'accorde pas du tout avec l'art chinois de l'époque. L'Occident et la Chine entretenaient-ils des relations plus étroites qu'on ne le pensait jusqu'ici? Nous sommes sur une route de campagne de la province du Jiangsu dans l'est de la Chine. Dans cette contrée retirée, la police est rarement appelée à intervenir. Pourtant, au cours d'une nuit de janvier 2009, 2 policiers font une macabre découverte. Ils viennent d'apercevoir un minibus garé sur le bas-côté de la route. S'agit-il d'un accident? Les officiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent avec stupéfaction 2 cadavres dans le véhicule. Ces hommes ont-ils été victimes d'un meurtre? Les corps ne présentent pas de blessures apparentes. Seul indice visible, ils sont maculés de boue. Pour les enquêteurs, c'est une piste. Un archéologue identifie rapidement la provenance de cette boue. La boue n'était pas une boue ordinaire. Les tombeaux dans lesquels on trouve de l'argile verte ou blanche appartiennent en général à des nobles d'origine royale. La boue provient d'un endroit désert, à quelques kilomètres du lieu où ont été découverts les cadavres. Plus précisément, une ancienne carrière. Les habitants de la région y trouvent régulièrement des éclats de poterie ancienne. Ils expliquent l'origine de ces poteries à leur manière. Il existe des légendes locales qui parlent d'immortels. Si on leur accorde du crédit, on s'aperçoit que depuis plus de 2000 ans, les gens connaissaient précisément son emplacement. Que faisaient ici les 2 hommes dont on a découvert les cadavres? En poursuivant l'enquête avec les policiers, l'archéologue Liséline en arrive à la conclusion qu'ils devaient être 4 au départ. Selon toute vraisemblance, 2 d'entre eux ont allumé la mèche d'un explosif, tandis que les 2 autres se sont mis à l'abri. Comme la terre n'était pas stable, ils ont dû être engloutis. C'est ce qui aura provoqué l'accident. À l'évidence, ils ont été asphyxiés, ce qui explique que leur corps ne présente aucune contusion. Les survivants ont sans doute dégagé des décombres les corps de leurs camarades.
Dans leur fuite, ils les ont finalement abandonnés à l'intérieur du véhicule. Cela s'est produit parce que la terre de la couche supérieure était moins stable. Une équipe d'archéologues se rend sur les lieux de l'accident pour mener l'enquête. C'est sans doute dans des cavités comme celle-ci que les victimes ont enterré l'explosif. Les chercheurs ont retrouvé des traces de l'explosif. Ils doivent se montrer extrêmement prudents, car le terrain est peut-être traversé par de multiples tunnels. Ces images sont diffusées pour la première fois en Occident. Les chercheurs sont en train de mettre au jour ce qu'espéraient trouver les victimes de l'explosion, une immense sépulture. Les fouilles menées sur le site révèlent de nombreux objets d'offrande, vieux de plus de 2000 ans. Les archéologues vont de surprise en surprise, en découvrant des pièces magnifiques issues d'un lointain passé. Notamment ces imposantes cloches de bronze, au nombre de 12. Les chercheurs sont parvenus à identifier l'illustre personnage inhumé dans cette tombe. Nous avons mis au jour un grand nombre d'objets. Et à la fin, on s'est retrouvé avec beaucoup d'éléments scripturaux prouvant qu'il s'agissait effectivement du roi de Qiangdu. Liu Fei, le roi de Qiangdu, est mort en 127 avant notre ère. C'est l'un des frères de Wudi, l'un des plus grands empereurs de l'histoire de la Chine, de la dynastie des Han. Les Han constituent l'une des plus anciennes dynasties impériales du pays. Sous leur règne, la Chine a connu son âge d'or. Cette période se caractérise par des innovations techniques et par un développement culturel de grande ampleur, autant de bases propices à l'essor de la Chine. De là à penser qu'à cette époque, l'Empire du Milieu a prospéré sans établir d'échanges avec l'extérieur, il n'y a qu'un pas. On pensait que la Chine ancienne s'était plutôt développée de manière autarcique. Le tombeau du roi Liu Fei est un site remarquable. Il offre un aperçu unique de cette période de l'histoire de la Chine. Avec de telles découvertes, les Chinois ont vraiment le sentiment que la culture, la civilisation de cette période ont été grandioses et fastueuses. Les archéologues ont toutefois sous-estimé l'importance d'un objet à première vue assez insignifiant, un récipient en argent. Il a par contre attiré l'attention de Lukas Nickel, un historien de l'art allemand. Ce dernier semble intrigué. Ce récipient correspond-il vraiment à l'image traditionnelle que nous avons de l'art chinois de cette époque lointaine? Pour en savoir plus, Lukas Nickel se rend sur place, dans le sud-est de la Chine. J'ai hâte d'y être. L'objet vient d'être exhumé et j'aimerais le voir par moi-même. Le chemin caillouteux qui mène au site archéologique rend le trajet assez pénible, mais le jeu en vaut la chandelle. Lukas Nickel va pouvoir examiner en exclusivité l'objet mystérieux. Li Zebin, le responsable du chantier archéologique, dévoile à son homologue allemand le trésor qui a été mis au jour. C'est un moment tout à fait particulier pour Lukas Nickel. Normalement, en Europe, j'aurais pu admirer un tel objet d'art seulement derrière une vitre blindée ou dans la vitrine d'un musée. C'est un grand privilège de pouvoir le toucher et l'examiner. La première supposition de Lukas Nickel se confirme. Ce motif est absolument inconnu dans l'art chinois. Cela saute aux yeux. Le façonnage est tout à fait différent. Il s'avère que ce motif embossé est originaire de Perse. Vers l'an 300 avant notre ère, il s'est répandu dans l'ensemble du monde hellénique, de la Grèce jusqu'en Asie centrale.
Comment se fait-il qu'un tel motif orne le mystérieux récipient découvert dans l'est de la Chine, alors que cette région est censée n'avoir eu à l'époque aucun contact avec l'extérieur? Les archéologues tentent de trouver la réponse à cette question en analysant la provenance du métal à l'aide d'un scanner spécial. Le résultat est tout à fait surprenant. Le motif embossé provient bel et bien de contrées occidentales, mais pas la technique utilisée. Le métal du récipient n'a été ni martelé ni repoussé, mais coulé. En outre, ce métal est de l'argent massif, dont tout semble indiquer qu'il provient du sud-est de la Chine. Il semble qu'un artisan chinois ait essayé délibérément de façonner un objet d'apparence exotique, originaire d'un pays lointain. Des objets de ce genre n'existaient pas auparavant. Cette découverte a de nombreuses conséquences. Elle suggère notamment que les Chinois ont été en contact avec des contrées occidentales bien plus tôt qu'on ne le pensait. Ce tombeau date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cela signifie donc qu'avant le règne de l'empereur Wu de la dynastie Han, des échanges d'ordre culturel existaient déjà entre la Chine et d'autres pays. Sous cet angle, la mise au jour du tombeau royal du mont Ta-un est très significative. On pensait à tort que la Chine était restée coupée du monde jusqu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, en raison des barrières naturelles formées par le désert du Taklamakan et la chaîne de l'Himalaya. La découverte du mystérieux récipient, daté du IIIe siècle de notre ère, balaie cette hypothèse. En tant qu'archéologue et historien de l'art, je suis très ému de tenir entre les mains ce petit objet qui illustre un épisode important de l'histoire de la Chine. Ce récipient n'est qu'une des pièces d'un puzzle bien plus vaste. Partout dans le monde, des scientifiques s'efforcent d'apporter un nouvel éclairage sur l'histoire de la Chine. La ville de Berlin a une tradition de longue date dans ce domaine de recherche. Hermann Partzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, nous emmène sur les traces des pionniers de l'archéologie. Dans cette demeure a débuté il y a un siècle l'histoire de l'un des premiers archéologues allemands, Albert von Lecoq. Lecoq fait d'abord carrière dans le négoce paternel du vin. Riche héritier à l'âge de 40 ans, il entreprend des études d'archéologie. Il est avide d'aventure et de nouveaux horizons. Après la découverte du site archéologique de Troyes, l'étude de la Grèce antique est très prisée au début du XXe siècle. À partir du moment où on a intégré dans les recherches archéologiques les régions du Pakistan et de l'Inde, et partant de là, les régions limitrophes de l'Asie centrale, on s'est rendu compte de l'immense influence de la Grèce. Ça, c'était fascinant. Albert von Lecoq est persuadé que l'influence hellénique s'est étendue jusqu'à la Chine. Et il entend bien le démontrer. À cette fin, il projette une expédition en Chine, mais il n'a pas suffisamment de fonds. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un mécène extrêmement influent.